Les Voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Avant de commencer l'entretien avec notre invité, je souhaite vous reparler de la plateforme de vente de matériel photo de seconde main MPB. MPB, c'est le vintage ou le back market pour les amateurs de photographie. Je suis sûre que vous trouvez votre bonheur si vous souhaitez acheter ou revendre du matériel photographique. Et maintenant, place à notre entretien. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la photo. Aujourd'hui, je suis à distance avec Régis Moscardini. Régis, tu es actuellement photographe et tu proposes des formations. Et tu as aussi un podcast pour accompagner des personnes qui souhaiteraient se reconvertir dans le milieu de la photo. Tu t'es toi-même reconverti car tu avais une formation de professeur des écoles. Bonjour Régis. Salut, c'est ça, c'est exactement une belle présentation, c'est tout à fait ça. Pour commencer, pourrais-tu te présenter avec tes mots et puis revenir sur ton parcours professionnel jusqu'à ta reconversion et en mettant en particulier en avant les rencontres que tu as pu faire avec la photographie. Ok, ça marche. Écoute, voilà, alors tu l'as très bien dit, Régis Moscardini, c'est d'origine italienne d'ailleurs, mon papa est italien et est né en Toscane. Donc moi je suis vraiment à fond, enfin à 100% français, mais des fois j'aime bien me dire que j'ai 50% de sang italien dans les veines, ça me fait un peu plaisir. Je parle peut-être un tout petit peu avec les mains, mais c'est bien la seule chose que j'ai d'italien. Et puis voilà, donc moi je viens d'une petite région de France qui s'appelle le Rouennais. Voilà, je viens de là-bas, une petite campagne. Et je pense que cette campagne-là, parce que j'ai vécu la campagne depuis tout petit, a forcément initié et puis m'a peut-être formaté. Je sais pas si c'est le bon mot, mais tu vois, m'a montré un petit peu ce que c'était que la vie de la nature, sans même forcément tout le temps y être. Mais bon, quand tu ouvres tes volets, que tu vois que des champs et voilà la belle campagne française, forcément, je pense que ça a une grosse influence pour la suite. Puis bon, après moi j'ai eu un parcours classique, tu sais, d'élève, ni bon ni mauvais, un garçon qui bosse juste ce qu'il faut pour pouvoir passer à l'époque crête et ça suffit, pas plus. Voilà, donc un bac en poche, j'ai fait STAPS. STAPS, pour ceux qui connaissent pas, c'est sport. Donc tu vois, enfin voilà, j'ai suivi un peu les copains, et puis aussi je suis pas trop mauvais en sport. Bon voilà, la fac de sport c'était un truc un peu classique et qui m'allait pas trop mal. Et puis voilà, arrivé en licence, tu te dis là voilà, quand t'as je sais pas 21 ans, tu te dis bon, qu'est-ce que j'ai commencé à pouvoir faire et réfléchir à ce que je pourrais faire comme métier. Donc licence, de sport, tu dis prof de sport, et en même temps ça me disait pas trop, donc je commence un petit peu à réfléchir au marketing, tu vois, ça me plaisait pas mal. Déjà, études de marché, je sais pas, j'avais envie de bosser dans les chaussures par exemple, donc tu vois, je me suis orienté là-dedans, j'ai fait une maîtrise management du sport, hyper intéressant. Et puis un peu sur un coup de tête, je dis allez, j'en ai marre, je vais faire autre chose, je vais faire le concours d'Instit. Bon, voilà, donc concours d'Instit, je le prépare, et je pense que là j'ai jamais autant bossé de ma vie que cette année-là, et j'ai bien fait parce que je l'ai eu. Donc voilà, je commence à être Instit, et ça a duré pendant presque 10 ans. Et donc là on se retrouve, alors j'ai pas trop donné d'années, mais on se retrouve en 2004 pour mon entrée dans le professorat, et j'en suis sorti en 2013. Donc tu vois, quasiment 10 ans en étant Instit. Tes parents étaient aussi enseignants ou alors de quel milieu ils étaient un petit peu Alors c'est une super question parce qu'en fait mes parents ont bossé l'un et l'autre en étant employés en fait, dans des domaines différents. Ma mère était secrétaire et mon père était responsable informatique dans une mairie, et donc tu vois, employé, on va dire pareil, c'est pas réducteur mais classique, donc pas Instit. Et puis forcément on va parler au cours de l'interview d'entrepreneuriat, voilà, d'entreprise et tout ça, et je me rends compte à travers ta question que les deux grands métiers que j'ai fait, que je fais encore, à savoir Instit pendant 10 ans et maintenant presque depuis 10 ans entrepreneur dans la photographie, ce sont deux métiers que mes parents n'ont absolument jamais fait, tu vois. Voilà, donc bon, je pense qu'il n'y a pas forcément de lien, de cause ou je sais pas quoi, mais c'est intéressant que tu poses la question parce que voilà, j'ai fait des choses qu'eux n'ont pas fait, ce qui veut donc
peut-être une petite conclusion vite fait, c'est que ça peut être intéressant pour ceux qui nous écoutent de se dire c'est pas parce que nos parents ou notre milieu familial et je sais pas est fait de telle façon que on est forcément obligé de faire la même chose, donc on se sent obligé de faire la même chose. Absolument pas, évidemment, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes, mais en tout cas pour moi c'est une réalité et voilà, je sais pas parce que mes parents étaient employés que moi je suis devenu employé également. Et donc du coup, les rencontres que tu as pu faire avec la photographie, et puis comment s'est passé dans ta tête les étapes pour passer à la reconversion, enfin quelles ont un peu été les... Alors j'ai envie de dire, j'ai un peu honte de le dire, mais je suis rentré dans le monde de la photographie en tant que tel sur un mode un peu geek, tu vois. Je voudrais pouvoir te dire que parce que j'aime l'art, que mes parents m'emmenaient voir plein d'expos, que du coup ça a fait générer en moi, je sais pas, une sensibilité artistique, où j'écoutais beaucoup de musique, donc voilà. Mais en fait pas du tout. Je suis vraiment rentré dans ce monde-là par le côté très geek, matériel. Alors oui, quand j'ai eu mon concours d'Instit, comme cadeau, mon père m'a offert un appareil photo, un APN, un des premiers finalement, c'était en 2004, donc tu vois, ça commence vraiment à dater déjà. Un petit Canon, je me rappelle, je l'ai encore d'ailleurs, et l'écran derrière est tout petit, la carte mémoire, elle était de quelques mégas, tu vois, je crois que 128 mégas, ce qui fait vraiment rire maintenant par rapport aux capacités, c'est juste dingue l'évolution. Donc voilà, donc je suis vraiment rentré dans ce monde-là par l'aspect très matériel et très geek. Bon, mon papa a fait de la photographie donc argentique et je me souviens quand même d'images et même de scènes, voire même d'odeurs, tu vois. Il avait sa chambre, qu'on appelle la chambre noire, mais c'était du rouge parce que il développait lui-même il tirait lui-même. Il avait son matos et ces liquides là qui sentent très fort comment on appelle ça, le fixateur, j'ai plus les mots en tête parce que c'est très vieux et j'en ai jamais refait moi. Mais encore une fois, bon, s'il en avait fait, c'est que ça l'intéressait. Je pense que forcément moi, ça a peut-être pu faire naître quelques petites choses. Bon, voilà. Donc, je sais pas si c'est pour ça que j'en fais. Donc photographie par le côté matos, parce que j'aime le matériel, j'aime les évolutions techniques, j'aime les possibilités techniques de tous ces appareils. Je trouve ça assez fou finalement quand on y pense. Donc je suis rentré par là-dedans. Et puis voilà, classiquement, tu te rends compte que vite fait ton matériel, il est un peu limité. Tu vois, je m'en souviens encore, j'ai essayé de faire comme des photographies que je voyais, à savoir faire des flous d'arrière-plan très marqués, ou avant-plan très marqué, avec un sujet hyper détaché, tu vois, lui que net et tout le reste flou. Et avec mon petit APN là de l'époque où il y avait un zoom 2 fois, mais j'y arrivais pas. Et je me demandais pourquoi j'y arrivais pas, tu vois. Juste parce que techniquement, optiquement, c'était pas possible. Et donc quand tu creuses un peu, tu dis voilà, mon appareil il est limité, je peux pas faire ce que font les autres, donc tu veux normalement t'achètes un autre appareil et puis après encore un autre et puis après encore un autre. C'était pas forcément une course sans fin à du meilleur matos, mais c'était au moins m'acheter du matériel pour que je puisse réussir les photographies que je pouvais voir et que moi j'avais en tête, tu vois. Voilà. C'était des photographies pour toi ? C'était des photographies de famille ou des photographies... t'étais dans quelle... Mes premières quand je dis vraies photos au sens d'avoir une démarche, alors c'est peut-être un peu pas pompeux, mais un peu fort de dire ça, en tout cas à l'époque, d'avoir une démarche artistique et esthétique, une vraie démarche photographique. C'était donc suite encore une fois à l'achat, au cadeau de mon papa pour mon concours. Après je suis parti en vacances effectivement en famille et j'avais donc mon appareil, et quand t'as un petit joujou, un petit bébé, tu vois, t'as envie de l'utiliser beaucoup, donc je l'utilisais très très vite et beaucoup. Et là, oui, effectivement, je me souviens déjà me demander un petit peu qu'est-ce que je voulais faire. Vraiment avoir cette idée de qu'est-ce que je veux. Si je fais cette photographie, pourquoi je la fais, tu vois, pas juste appuyer sur le déclencheur parce que en gros c'est marrant, est-ce qu'il se passe un truc sympa en face de moi, donc je vais appuyer sur le déclencheur. Ça allait vraiment déjà au-delà de ça, alors que j'ai vraiment très peu de connaissances techniques, très peu de connaissances artistiques, mais je me souviens quand même déjà me demander, tu vois, qu'est-ce que je veux mettre en valeur. C'était ça déjà très vite. Et puis je me souviens plus ta question, Marine, c'était... Non, là, tu as bien décrit le rapport avec la photographie qui a du coup évolué. Et comment t'es venue à cette idée d'en vivre, de vraiment que ça prenne plus de place, que je pense que c'est assez différent de faire des photos sur son temps libre que vraiment de se projeter dans une dynamique
quitter son travail qui en plus est sûr, il est voilà. Exactement, oui, parce que c'est ça. Un métier de passion aussi. Et voilà, donc en fait il y a plein de choses, il n'y a pas forcément qu'un élément déclencheur. Ça peut arriver, j'imagine, hein, ça dépend. Alors, c'est très personnel finalement, ça. C'est pas parce que voilà, moi j'ai vécu ça que c'est valable pour toutes les personnes qui veulent aussi se reconvertir. Mais en fait c'était quand même, je pense, c'est assez. Si je reviens en arrière, c'est quelque chose qui est très évolutif, même s'il y a eu une évolution assez lente quelque part, avec des gros pics. Et quelques pics, tu vois, je sais pas, on peut peut-être appeler ça des prises de conscience ou des mini-crises qui font que tu as envie vraiment de changer, soit pour résoudre la crise, soit parce que cette prise de conscience t'oblige à évoluer. Mais malgré tout, il y a une espèce de mouvement de fond qui vient. Alors pour le coup, je suis rentré dans la photographie par le côté geek, je te l'ai dit, mais et ce qui m'a fait vraiment vouloir continuer dans la photographie, c'était l'aspect nature. Et là, à la limite, j'ai pas d'explication particulière, mais j'aime la nature. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Peut-être la campagne, effectivement, de tout début de ma vie, de mon enfance. Et donc en tout début de ma carrière d'instit, j'étais muté dans une région qui s'appelle le Morvan. Je sais pas si tu connais, je sais pas si vous connaissez, qui est en Bourgogne, qui est une région assez préservée finalement. Enfin, alors, on pourrait débattre là-dessus, mais en tout cas où il n'y a pas de grandes villes, donc il y a quand même une faune, une flore qui est, on va dire, qui est assez riche. Et comme j'étais tout seul, parce que j'étais muté et que ni ma famille ni ma copine, qui est mon épouse maintenant, n'était là, il fallait bien que je m'occupe en fait. Hein. Donc petit appareil photo en main, j'allais me promener, c'est tout bête, hein, tu vois, mais j'allais me promener. Et puis je faisais des belles rencontres où je voyais des belles choses. Et je le photographiais et je le montrais à ma famille. Vraiment, je pense que c'est un peu pour le coup le cas de beaucoup de personnes. Tu vois des belles choses, tu essayes d'en faire des belles photos, ces belles photographies-là, tu veux pas les garder que pour toi, t'as envie de les partager, parce que voilà, c'est le côté altruiste de beaucoup de personnes, et ça a vraiment commencé comme ça. Et puis au fur et à mesure, mais encore une fois, si tu veux t'améliorer, parce que je sais pas, je suis quelqu'un de curieux qui a envie de, alors je sais pas si c'est perfectionniste, mais qui a envie de pas rester dans un état, tu vois, d'être meilleur, en tout cas de faire des plus belles choses. Et donc tu t'améliores, t'achètes du nouveau matériel, voilà, et puis au bout d'un moment, tu commences à vouloir penser à aller plus loin. Et moi, le plus loin, la première chose, c'était de créer un site internet. Alors, toi, c'était en 2010, donc c'était pas du tout le début de l'internet, loin de là. Et pourtant, c'était comme il y a déjà 12 ans, donc à l'époque, il n'y avait pas non plus des milliers de sites de photographie, tu vois. Et j'étais pas le premier, hein, mais ça se faisait quand même pas beaucoup, je pense. Mais j'ai créé le mien. Simplement pour une idée de partage, encore une fois. J'en avais un peu assez uniquement de partager par mail à ma famille. Puis, en plus, à l'époque, il y avait déjà Facebook, mais bon, voilà, c'est quand même tout neuf, tout début. Il n'y avait pas Instagram. Donc, si tu voulais partager aux gens que tu aimais ou à tes proches, c'était par mail. Donc, c'était pas génial parce que tu n'avais pas de retour forcément. Tu vois, tu ne veux pas discuter, c'était pas ouf. Je me suis dit, je vais faire un site, un blog, je poste mes photographies. Et puis, comme ça, les gens pourront commenter. Tu vois, c'est tout bête, hein, mais voilà. Et puis, sans m'en rendre compte, finalement, sans en avoir conscience, j'ai mis le doigt dans un truc qui allait plus me lâcher, à savoir l'internet, tu vois, l'aspect partage, l'aspect numérique, et vraiment cette grand domaine du net. Je suis rentré là-dedans par mon site. Et puis, voilà, je te parlais de prise de conscience. Un moment qui m'a vraiment fait prendre conscience justement de l'importance de mes photographies. Et qui m'a fait prendre confiance aussi, c'est que je publiais sans avoir forcément de retour. Limite, je me dis, mais pourquoi je le fais? Parce que tu vois, voilà, je publie sur le net, je voudrais qu'il y ait des gens qui commentent, mais il n'y a pas de commentaires, alors que ça sert à quoi finalement? Et puis un jour, il y a un gars qui laisse un chouette commentaire. Et ça m'a fait tilt en fait. Je me suis dit, waouh quoi. Enfin, je parle pas tout seul. Il y a un gars qui a laissé un commentaire, ça l'a touché, il l'a dit. Il y a peut-être d'autres gars qui ont, je sais pas, qui sont peut-être prêts à le faire, qui l'ont pas fait, qui le feront peut-être un jour aussi. Je vais continuer, tu vois. À la limite, juste pour ce gars, je vais continuer. Et j'ai bien fait parce que j'en suis là maintenant aujourd'hui. Je pense aussi, c'est en partie grâce à ce commentaire qui m'a vraiment fait prendre conscience que ce qu'on fait, ça touche quelqu'un forcément dans le monde, tu vois. Voilà, sans qu'on s'y attende.
Et voilà. Et puis après, tu te prends au jeu, donc tu publies un peu plus, tu fais plus de photographies. Et puis j'ai commencé à vouloir expliquer ma démarche, à faire des articles type tutoriel, tu vois, et pas uniquement poster la photographie parce qu'elle est jolie. En tout cas, moi, j'espérais qu'elle le soit. Mais en plus de ça, j'explique comment j'ai fait, mes réglages, si voilà, j'ai fait cette photographie, mais je voudrais en faire une autre. Voilà comment je vais faire, un petit peu anticipé, tu vois. Donc, elle est dans une thématique un peu plus pédagogique, ce qui paraissait tout à fait normal parce que j'étais encore instit à l'époque. Donc finalement, tu vois, il y a une espèce de lien entre mon métier d'instit qui me plaisait aussi, et puis cette envie de partager. D'expliquer comment je fais, voilà. Et puis c'est toujours pareil. Quand tu étais engagé dans une voie, c'est dur de revenir en arrière, c'est dur de s'arrêter parce que tu sens qu'il y a un peu plus d'attente, de retour, il y a plus de commentaires, t'as plus d'abonnés, donc t'as une communauté qui commence à grandir. Voilà, donc tu y vas à fond sans te poser plus de questions de ça, mais tu commences à le faire encore plus sérieusement. Et puis là, on arrive en 2012, et je m'achète une formation pour améliorer son blog. Tu vois, sans idée encore de professionnalisation. Hein. Je suis pas là-dedans, mais je sais qu'il existe des programmes et des formations. Donc 2012, ça commence à être un peu à dater. C'est un peu la préhistoire, tu vois, de l'infopreneuriat et du blogging. Mais je commence à vraiment vouloir améliorer mon truc, être plus pro dans mon approche. Et je me paye cette formation-là, donc 2000 €, c'est quand même pas donné. Et puis, au-delà de la qualité en elle-même de la formation, en gros, parce que je l'ai payé, ça m'oblige encore plus à être pro et encore plus à aller à fond dans le truc. Et donc, du coup, j'y passe plus de temps. Je pense que tu vois, le ratio temps. Bon, c'est pas très radiophonique ce que je fais parce que je te montre des trucs avec mes mains, mais le ratio temps instit et puis blogging, tu vois comment ça s'équilibrait. Et là, tu te dis bon, qu'est-ce qui se passe quoi? Mes soirées, je les passe plus trop à préparer ma classe, mais je les passe à réfléchir à mes articles, à répondre à des commentaires, à commencer à réfléchir quand même là, tu vois, à des formations en vidéo. Donc à avoir le côté monétisation commence à me titiller, tu vois. Et puis c'est ce que je dis dans un des webinaires que je fais régulièrement. Il y a un événement qui joue énormément, c'est le rapport que j'ai avec mes enfants, ma première fille, tu vois. Et ce rapport temps en fait, c'est-à-dire que je me rends compte que je passe beaucoup de temps à ne pas m'en occuper. Et à laisser des professionnels, en tout cas des gens de la crèche, s'en occuper, et pas moi. Et ça me pose vraiment souci, tu vois. Je lui dis mais j'ai pas fait les enfants pour que ce soit d'autres personnes qui s'en occupent, et que quand moi je la récupère, c'est juste pour la coucher, juste pour l'habiller le matin, et puis basta quoi. Je veux dire je crois pas que c'est pour ça qu'on ait fait les enfants. Et donc là, une vraie prise de conscience en mode un peu crise quand même. Et je me dis quel est le moyen de ne pas vivre ça, de ne pas être frustré, frustré de la vie que j'ai avec mes enfants, tu vois. Et le moyen, en gros, c'était un peu violent quand même, c'était de se dire, de plus être instit. Parce que je travaillais loin à l'époque, c'est-à-dire que beaucoup d'heures de route quand même, et puis c'est ce que je dis toujours, et c'est ce qui m'a vraiment fait prendre conscience de ça, c'est que on a imposé pendant un certain temps, trop longtemps d'ailleurs je pense, on a imposé notre rythme de vie d'adulte à notre enfant qui lui n'a rien demandé à personne. Et ça m'a vraiment posé souci. Donc le seul moyen pour moi de ne plus vivre ça, de ne plus lui imposer ça, c'était en gros d'arrêter d'être instit et de travailler à mon compte. Voilà. Et est-ce que tu avais des modèles ? Comment était un petit peu le paysage des formations parce que c'est quand même assez différent de ce que tu faisais. Donc, est-ce que tu savais un petit peu est-ce qu'il y avait, est-ce que tu avais des modèles, des gens qui travaillaient de cette façon-là et que t'as voulu suivre ? Pas tellement parce que j'y reviens, mais je pense que c'est forcément une part un peu d'inconscience quand même là-dedans, parce qu'en 2012 il y a vraiment pas grand-chose quoi, tu vois, en termes de formation en vidéo. Alors voilà, en gros pour monétiser la photographie, et je pense que ce qui était le cas à l'époque, c'est toujours le cas maintenant. Il y a différentes façons de le faire, mais la première chose à laquelle on pense quand on se dit tiens, si je pouvais un petit peu me faire de l'argent avec mes photographies, c'est tout de suite de les vendre. Donc aussi moi sur mon site c'était je mets mes photographies en vente, et puis les gens qui sont intéressés vont les acheter. Et très naïvement je pensais que ça pouvait marcher, et j'ai fait 0 vente.
Pas parce que c'était pas possible en tant que tel, évidemment que c'est possible, mais juste parce que c'était pas finalement mon truc. Et puis c'était, je pense, une façon un peu plus complexe quand même de vivre de la photographie par la vente. Il y a une façon qui était plus rapide, plus directe et plus efficace, en tout cas pour moi, c'était de faire des formations en vidéo. Et en gros, tu vois, c'est de reprendre ce que je faisais avec mes élèves à l'époque, leur apprendre des choses, et ben là, c'était la même chose, leur apprendre des choses aux gens qui veulent améliorer la photographie, je leur explique comment faire. En gros, je tourne des vidéos, tutoriels, et ces vidéos-là, je les vends. Voilà. Donc à l'époque, pas tellement de modèles finalement. Et je pense que les débuts, mais encore aujourd'hui, doivent être pas si simples de se dire de passer d'une formation, d'un métier que tu avais avec un salaire fixe qui arrive tous les mois avec un rythme que tu peux à peu près prévoir. Et là, le fait d'être à ton compte, et c'est à toi de créer les formations, c'est à toi d'aller chercher les photographes. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de ça, de ces difficultés, de ce passage-là au salariat et l'entrepreneuriat, et toi, comment tu l'as vécu et comment tu le vis aussi aujourd'hui, le regard des autres. Je trouve ça aussi assez intéressant. Ouais, c'est encore une fois, c'est très personnel. C'est-à-dire que ce que je vais raconter, c'est mon expérience à moi, qu'il faut certainement pas prendre pour argent comptant, mais qui peut peut-être parler à d'autres personnes qui sont un peu dans cette configuration-là ou dans ce moment de prise de conscience. Je pense qu'il y a deux façons de faire, en gros. C'est-à-dire que c'est soit, il faut vraiment se connaître déjà, évidemment, mais c'est soit tu te mets un petit peu devant le mur, tu vois. C'est-à-dire que je résume et je schématise vraiment exprès, c'est assez grossi, hein, tu vois le truc, mais soit tu démissionnes. Et parce que tu as démissionné, t'as un peu d'argent de côté, mais en gros, t'as pas tellement le choix. Il va falloir vraiment charbonner pour aller trouver tes clients. Donc, t'as pas le choix. Donc, il faut que tu sortes vraiment de ta zone de confort, tu vois. C'est-à-dire que, je sais pas, dans 3 mois, t'as un peu d'argent de côté, et dans 3 mois, t'as plus rien, t'as plus ton chômage dans pas longtemps, t'as plus évidemment ton salaire, t'as plus trop d'économies. Donc, si tu veux ne pas, t'as tes factures qui vont par contre être toujours là. Il faudra vraiment vendre. Et si vendre, c'est un truc qui te fait un petit peu peur, parce que, je sais pas, prendre ton téléphone pour démarcher, aller voir dans la rue des artisans parce que tu veux photographier les artisans, par exemple, il faut pousser la porte des artisans et faire de la prospection un peu à l'ancienne. Si ça, c'est quelque chose qui te fait un petit peu peur, parce que t'as plus le choix, tu le feras quand même, tu vois. C'est une façon de pardon pour l'expression, mais de se bouger les fesses, tu vois, parce que t'as pas le choix. Si tu le fais pas, en gros, je résume, tu meurs, voilà. Ton entreprise, elle meurt, donc il faut que tu le fasses. C'est une façon de faire qui est un peu violente, mais qui peut fonctionner. Une façon un peu plus douce, c'est celle que moi j'ai utilisée, qui est celle de faire en même temps. C'est-à-dire que en même temps que tu as ton métier salarié, tu vas commencer à réfléchir à comment aller chercher tes clients. Mais tu n'as pas cette peur-là de fin de mois où tu n'auras pas ton salaire. Tu l'as toujours ton salaire. Donc tu vas être plus confortable, tu vas pouvoir prendre des décisions de manière plus sereine, et en même temps, parce que tu as moins de temps, parce que tu as quand même ton métier à côté, parce que tu es moins pris quelque part un peu à la gorge, tu vois, donc tu vas peut-être moins te faire violence et moins sortir de ta zone de confort, qui fait que tu vas prendre plus de temps. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est très personnel, il faut se connaître, il faut savoir de quoi on est capable. Il y en a qui vont être très très bons dans la situation d'urgence, qui vont prendre les bonnes décisions, qui vont se transcender dans ces moments-là, et d'autres à l'inverse qui vont être complètement bloqués. Donc c'est un peu c'est un peu facile comme conseil, mais c'est vraiment se connaître, savoir de quoi on est capable. Et moi personnellement, moi j'ai continué pendant 2 ans à être instit. Pendant 2 ans, en gros, tu mets les bouchées doubles, hein, c'est-à-dire que tu continues à faire ton boulot du mieux possible parce que tu es payé pour ça. Si tu as un minimum de conscience professionnelle, tu le fais bien. Seulement, comme tu le fais bien, tu peux pas réduire le temps que tu y passes parce que tu te sens pas bien si tu le fais pas bien. En revanche, il faut quand même que tu fasses ton truc à côté, ton side project, tu vois. Et moi, pendant 2 ans, c'était ça, quoi. C'est-à-dire pendant 2 ans, effectivement, j'ai mis les bouchées doubles, donc c'est du travail le soir, c'est plus le week-end. En vacances, tu fais aussi. Mais puisque t'as une espèce de projet qui te tient à cœur, il y a du sens aussi pour toi, et t'as envie que ça aboutisse, donc finalement, j'ai envie de dire, tu te poses pas trop la question pourquoi faut le faire ou pas. Enfin, t'y vas, quoi. Tu le fais quand même, tu vois. Tu le fais quand même. Par rapport à ce que tu veux, par rapport à ce que tu dis, il y a 2 choses qui me viennent. C'est la question de la légitimité. Comment ça s'est passé aussi pour
pour toi, qui n'avait pas eu une longue carrière dans la photographie, pour faire des formations et pour se sentir légitime à prendre la parole. Et mon autre question, c'est est-ce que qui est aussi lié un petit peu à ça, c'est par rapport au paysage aujourd'hui de la photographie et des formations de photographie, est-ce que tu trouves que ça a évolué depuis 10 ans? Alors la question effectivement du syndrome de l'imposteur, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est quelque chose qui est, je pense, présent chez tout le monde, à différents niveaux, mais clairement c'est quelque chose qui est présent tout le temps. Et ça peut être un vrai piège, parce que ça peut être une vraie fuite en avant. Parmi les élèves que je peux suivre dans mon programme pour apprendre justement aux photographes à développer développer leur business et réussir leur reconversion, il y a toujours ça. Et certains vont vraiment avoir tendance à faire cette fuite en avant, qui est de dire voilà, moi j'ai pas de formation en photographie, donc j'ai pas de légitimité, donc il faut absolument que je passe un diplôme pour encore plus prouver que je suis bon photographe, tu vois. Et c'est tout à fait compréhensible, et c'est quelque chose dont il faut faire attention, parce que en gros, la vraie question, c'est de se dire quand est-ce que je serai prêt. En fait, si on sent qu'on a un syndrome de l'imposteur, il est logique de le sentir, ce syndrome-là, ce sentiment de pas être à sa place. Et donc, la première réponse qu'on va avoir, c'est il faut que je crée quelque chose pour ne plus le ressentir. Tu vois? Et donc, et de tomber là-dedans, c'est un piège, parce que, en gros, on va toujours vouloir faire plus, parce qu'on se sentira jamais prêt. Et donc la vraie question à se poser, c'est pas qu'est-ce que je dois faire pour ne plus le ressentir, c'est est-ce que vraiment il y a un moment donné où je le sentirai plus, ce syndrome-là? La réponse, elle est un peu non, quoi. C'est-à-dire qu'on ressent toujours ça, quoi qu'il arrive. Moi, ça fait presque 10 ans que je suis entrepreneur, et à chaque fois que je relance un nouveau produit, j'ai toujours ce fond-là qui est là, quoi. Tu vois, et c'est normal, et c'est logique, c'est même bénéfique, parce que ça t'oblige à travailler sur soi et améliorer ton mental, en fait. Donc voilà, il y a plein de choses par rapport à cette question-là, mais c'est juste la première chose, c'est attention à ne pas tomber dans le piège de je veux passer des diplômes, je veux être meilleur photographe, je vais faire plein de formations, comme ça je serai encore meilleur et je me sentirai plus légitime. En fait non, vous serez jamais plus légitime, juste vous aurez une ligne de plus sur votre CV, mais c'est pas ce qui vous mentalement vous fera sentir mieux et plus légitime. Non, c'est pas les diplômes qu'il faut travailler, c'est votre mental à vous. Et comment on le travaille? Moi j'aime bien faire un exercice qui est assez artificiel, mais qui fonctionne beaucoup. C'est juste d'écrire sur un papier et de dire, je sais pas, si vous voulez vendre vos photographies par exemple, vraiment juste ça, vendre vos tirages photos. Vous écrivez qu'est-ce qui fait que les gens qui vont acheter mes photographies ont de la chance de les acheter, ont de la chance de travailler avec moi, ont de la chance d'être mes clients. Tu vois? Et t'écris 10 raisons pour lesquelles les gens qui vont acheter tes photographies vont avoir de la chance de le faire. Et ces 10 raisons-là, il faut un peu se creuser la tête, et ces 10 raisons-là, elles vont être 10 000 fois plus puissantes que n'importe quel diplôme de photographie. Voilà. Et tu vas vraiment trouver 10 raisons. Je sais pas, une c'est parce que mes photographies font rêver les gens, parce qu'avoir mes photographies dans le salon de ceux qui les achètent, ça permet tous les matins de se lever et de voir une belle image et de trouver un joli sourire. J'en sais rien, tu vois. Bref, c'est se creuser la tête pour trouver des vraies raisons qui vont être plus puissantes pour enlever ce syndrome-là, en tout cas vraiment le réduire au maximum, plutôt qu'un n'importe quel diplôme de photographie. Donc juste pour répondre à ta question, moi j'ai 0 diplôme en photographie. J'ai été formateur photo pendant 10 ans et je vends encore des formations en photographie pour apprendre aux gens à mieux photographier, en photographie animalière particulièrement. J'ai 0 diplôme en photographie, j'ai pas de CAP, j'ai pas de BTS, j'ai pas suivi d'école, rien, 0. Et en photographie animalière, donc, et j'ai 0 diplôme en diplôme universitaire de nature, tu vois, j'ai pas de BTS de gestion des espaces naturels, j'ai pas une licence de biologie, j'ai rien du tout. Et donc oui, effectivement, quand j'ai dit, j'ai créé des formations en vidéo pour apprendre aux gens à photographier les animaux sauvages, clairement, je me suis dit à cette époque-là, mais attends Régis, qu'est-ce que tu fous? T'as pas de diplôme en photographie et t'as aucun diplôme universitaire de connaissances animalières, tu vois. La seule chose que moi que j'ai encore aussi, même si j'ai démissionné, mais c'était le côté instit pédagogique. Et donc c'est
une autre stratégie, c'est de se dire, ok, c'est de pas aller chercher, tu sais, aller chercher le verre à moitié vide. En gros, c'est de pas aller chercher ce qui va pas chez moi ou ce qui me fait sentir pas légitime, parce qu'il y en a des choses, clairement, et factuelles. Non, c'est d'aller chercher ce qui est fort chez moi. Et ce qui est fort chez moi, à l'époque en tout cas, c'était d'être un stit et de jouer là-dessus. Ok, j'ai pas de diplôme en photo. Je disais pas ça, hein. Ok, j'ai pas de diplôme, mais par contre, je suis un stit. Je sais comment. J'ai le talent, j'ai l'art, j'ai les compétences, les connaissances pour vous faire comprendre les choses compliquées en photographie. Ça, je sais faire. Donc, faites-moi confiance pour ça. Et quels sont un petit peu les projets que tu mènes parce que effectivement vu de l'extérieur on voit les formations, on voit que tu as aussi un podcast. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels sont les projets que tu mènes et puis la question c'est est-ce que tu t'entoures de personnes un petit peu Alors pour les projets, c'est ça qui est génial dans la vie d'entrepreneur. C'est que rien n'est figé. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant un certain temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, on peut vendre un certain type de produit, se positionner sur un certain type de marché, un certain type d'expertise. Moi, pendant de 2013 à 2020, on va dire, j'ai vendu des formations en photographie, formations en vidéo. On va dire, c'était ça mon business model, si tu veux. Et puis pour différentes raisons, je sentais que j'en avais fait le tour, mais c'est très personnel, hein, parce que je pense que dans la photographie, la technique photo, on n'a jamais fait le tour, on peut toujours aller plus loin. Mais moi, j'en avais fait le tour, et puis j'avais un petit peu marre en fait d'exploiter la nature, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, je disais aux gens, grâce à mes formations, vous allez pouvoir mieux trouver les animaux et mieux les photographier. Et quelque part, ça me posait problème parce que je faisais du business. C'est un peu tordu, mais sur l'eau de la nature, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, le renard qui rien demandé à personne, j'apprenais aux gens à aller les chercher pour le photographier. Si on le fait très bien, ça pose pas tellement de soucis, mais n'empêche que voilà. Bon, bref, pour des raisons un peu éthiques, j'en suis un petit peu éloigné. Mais par contre, tu vois, le côté marketing, au tout début de l'interview, je te disais que j'avais fait des études de marketing, c'est revenu. Je suis un petit peu revenu à mes premières amours, et donc, voilà, je me suis fait une espèce de petit bilan de compétences, voilà, toujours, ces qualités que j'ai de pouvoir bien expliquer les choses, et en même temps, j'ai quand même des connaissances en marketing initiales par rapport à mes études, mais aussi d'expérience par rapport à tout ce que j'ai mis en place, moi, pour pouvoir vendre et trouver des clients, vendre mes formations et trouver des clients. Donc tout ça, je sais faire. Ça fait 7 ans maintenant que je vis de la photographie, de mes compétences photo. Maintenant, j'ai envie d'apprendre aux gens à faire pareil de leur côté. Tu vois, en gros, ce que moi j'ai réussi à faire, je vais leur apprendre à le faire de leur côté. Donc ça, c'est alors c'est même plus un projet maintenant, c'est mon activité qui prend de plus en plus de parties, de parts et de chiffres d'affaires dans mon business, qui est celle d'apprendre aux amateurs à créer un business pour vivre de leurs compétences photographiques, et ça peut prendre n'importe quelle forme. Donc ça, voilà, c'est mon travail du moment. Et donc voilà, encore une fois, ce qui est génial, c'est que dans le business, dans tous les business, et particulièrement dans les business photos, on peut commencer à vouloir vendre telle ou telle chose parce qu'on se sent à l'aise avec ça, et on a envie de le faire, il y a du sens pour nous, et puis 3 ou 4 ans après, pour X raisons, le marché qui évolue, nous qui évoluons, on a envie de faire autre chose, et ça qui est absolument génial. Et de qui je m'entoure? Je m'entoure... Alors, c'est une super question, et je pense que ça pourrait faire l'objet d'un podcast entier. Je m'entoure... mes proches, mon épouse, ma famille, mes parents, mon frère, je leur parle jamais de mon business. En fait, pour tout te dire, je pense qu'ils savent pas vraiment ce que je fais. Enfin, ils savent que je vis de choses que je vends sur Internet, hein, mais ils savent pas tellement ce que je fais précisément. Et parce que je leur en parle pas, et presque volontairement, parce que j'ai pas forcément envie de recevoir de conseils marketing de leur part, parce que c'est pas leur domaine en fait, si tu veux. Par contre, j'ai besoin d'eux parce que c'est eux qui me font penser à autre chose, tu vois. Mais c'est normal, je veux dire, voilà, je leur demande pas, faites-moi penser à autre chose. C'est juste que, ils sont là, on va se balader, on joue à des jeux, j'en sais rien, mais tu vois, c'est la vie de famille normale qui fait que ça me permet de couper de mon business, et c'est très bien. En revanche, dans mon business, je m'entoure de personnes qui sont très bonnes dans leur domaine. Voilà, c'est vraiment très spécialisé. Ce qu'on appelle, je fais appel à des freelances, en fait, tu vois. Pour mes pubs Facebook,
je fais appel à quelqu'un dont le métier c'est de gérer des pubs Facebook. Pour écrire certaines choses de mon côté, certains articles par exemple parfois, parce que j'ai moins le temps de le faire maintenant, eh bien je peux demander à quelqu'un qui m'écrit, dont on va dire c'est le métier, il aime écrire, il a des compétences techniques, des compétences rédactionnelles, et bien je lui demande parfois de m'écrire certaines choses, tu vois. Il y a par rapport à ma, comment on appelle ça, ma cohérence graphique, ma cohérence visuelle, mes chartes graphiques. C'est pas un domaine dans lequel je suis à l'aise. Et je demande à quelqu'un avec qui je travaille maintenant depuis quelques temps de faire ce travail-là, tu vois. Mais je le paye c'est pas des salaires, c'est pas des salariés, c'est des freelances. En gros, quand j'en ai besoin, je fais appel à leur service. Et puis dernière chose là-dessus par rapport à ta question de qui je m'entoure, ça c'est un vrai conseil que je peux donner à ceux qui veulent se lancer dans le côté plus professionnel de la photographie, c'est de faire appel à comment on pourrait les appeler, des coachs. Des conseillers, tu vois. Alors j'aime pas trop le mot mentor parce que je trouve que c'est vraiment un rapport un peu très déséquilibré, tu vois. Mais des personnes qui vont vraiment vous donner un espace de parole pour parler vraiment de votre projet de business photo. Dans lequel vous allez pouvoir dire tout ce que vous voulez en fait, vos craintes, syndrome de l'imposteur et ce genre de choses là, mais aussi vos projets marketing, quoi mettre en place, des trucs un peu plus techniques. Voilà, donc moi j'invite vraiment aux gens, s'ils veulent se lancer là-dedans, de ne pas être tout seul. C'est vraiment et par contre pas être tout seul, attention, hein, c'est de pas demander conseil auprès de sa famille, de ses amis, parce que clairement dans la plupart des cas c'est de mauvais conseils. Par contre, si vous pouvez, faites partie, je sais pas, d'un groupe, même sur Instagram, trouvez-vous quelqu'un, une espèce de binôme, tu vois, avec qui vous allez pouvoir discuter à bâton rompu, sans crainte, sans faux semblant, de votre projet de business photo. Ça, c'est vraiment super important de pas être tout seul. Super, merci beaucoup. J'ai une question qui est la question qui est toujours assez énorme et pas toujours facile. On ne sait pas de quel côté on peut la prendre. C'est sur les évolutions qu'il y a pu avoir pendant les dernières années dans le milieu de la photo et est-ce que tu peux apercevoir dans les prochaines années. Donc comme ce que je disais, tu peux prendre cette question par l'angle que tu veux. Elle est pas facile cette question, hein, parce que tu m'avais envoyé les questions à l'avant, j'ai lu. Parler de moi, c'est ok, finalement, ça va, à peu près. Mais par contre, oui, anticiper, voir ce qui va se passer, waouh, c'est difficile, quoi. Je me rappelle quand j'étais justement étudiant en marketing, il y avait un module qui m'avait vraiment intéressé, et je me souviens de ce mot-là, ça s'appelait la prospective. En gros, la prospective, c'est un domaine du marketing, du marketing, je pense, qui est celui d'anticiper ce qui va se passer sur un marché donné, tu vois. Donc tu prends plein de domaines, plein de données, et puis tu compulses tout ça, et puis tu vois ce que ça peut te donner, justement. Voilà. Donc c'est évidemment c'est même d'ailleurs, c'est un métier, je pense, un prospecteur peut-être. Voilà. Il va forcément y avoir des prospecteurs dans la photographie, c'est tout à fait possible. En tout cas, pour répondre à ta question, donc pas simple. La première chose qui me vient comme ça de manière un peu intuitive, c'est que je sais pas si c'est un bien ou un mal, j'en sais rien, il n'y a pas de jugement de ma part, mais j'ai l'impression que de plus en plus le marché de la photographie et le monde de la photographie suit finalement ce que fait la société et c'est un mouvement qui est de plus en plus vers la spécialisation, mais c'est vraiment très vieux, ça fait des dizaines d'années, voire peut-être des centaines d'années. Tu vois, à une époque, je suis pas historien du tout, mais tu sais, au Moyen-Âge, par exemple, on parlait et même encore plus loin dans l'Antiquité, on parlait des philosophes qui étaient en même temps philosophes, en même temps mathématiciens, en même temps astronomes, qui étaient en même temps, je sais pas si sociologue ça se disait, mais qui étaient observateurs de la vie, tu vois. Donc ils faisaient tout, tu vois. Et en fait, ça n'existe plus ça. Même au début du siècle, je pense, début du siècle, le XXe siècle, donc 1900, t'avais encore des mathématiciens, philosophes, des gens de personnes qui avaient vraiment une expertise assez large. Il me semble que maintenant, c'est plus le cas et que c'est très spécialisé. On nous forme, voilà, on nous invite à être de plus en plus pointus dans un domaine de plus en plus précis. Et dans tous les pans de la société, tu vois, il suffit de voir les études finalement, tu vois, c'est très à chaque fois des BTS avec un nom à rallonge parce que c'est de plus en plus précis et pointu. Et il me semble que la société est vraiment comme ça, bien ou mal, j'en sais rien, c'est en tout cas comme ça. Et donc forcément, la photographie est dans ce domaine-là. Donc juste voilà pour répondre à ta question,
la photographie depuis peut-être ses débuts suit de plus en plus ce genre de choses-là et on est de plus en plus spécialisé, et je pense que peut-être au niveau même matériel, tu vois, et là encore une fois peut-être que je vais me tromper, j'en sais rien, c'est que le matériel sera de plus en plus spécialisé. Voilà. Peut-être que tu vois, je fais de la photographie en ce moment parce que ça me plaît, photographier les étoiles, tout ça, voilà, c'est mon kiff du moment. Peut-être que on va avoir des appareils qui seront de plus en plus, extraits pour ça. C'est peut-être possible, j'en sais rien. Enfin, tu vois, où la photographie, oui, évidemment qu'il y a des appareils photo qui sont un peu plus, qui sont meilleurs que d'autres dans la photographie de rue, par exemple. Mais peut-être qu'un jour, il y a une marque qui va sortir un appareil photo que pour ça. Je sais pas, mais l'idée c'est, voilà, que la photographie, le marché de la photographie peut pas y couper, et de plus en plus, ce sera très très spécialisé. Voilà. En termes matériels, mais aussi en termes peut-être de marché de la photographie. Puis si ça peut peut-être donner une tendance aussi pour ceux qui veulent se lancer dans la photographie, c'est peut-être quelque part un peu de respecter ça, c'est d'être ce qu'on appelle, tu sais, assez niché dans son business photo, de pas vouloir se lancer dans un truc hyper large, hyper général, genre de dire je vais faire des shootings photos sociales, voilà. C'est beaucoup trop large. L'idée c'est d'aller dans quelque chose de très précis, de très niché, encore une fois, et bien faire de la photographie des femmes enceintes de couleur, par exemple. Voilà, tu vois, c'est déjà beaucoup plus précis. Parce que en termes de business, c'est plus cohérent. Il y a plus de facilité à rentrer dans un business comme ça quand c'est très précis. Et pour revenir à ce que je te disais au début de ma réponse, peut-être que c'est aussi un moyen de respecter un petit peu ce qui se fait et ce qui est évolution peut-être naturelle de la société. Voilà. Je sais pas si ça répond un peu à ta question, mais Si, et donc du coup, il y avait aussi une part de conseil dans ta réponse, mais la dernière question de cet entretien, c'est est-ce que tu aurais des conseils, des recommandations ou une chose à ne pas faire pour des photographes qui souhaitent évoluer dans le milieu de la photo? Alors, ouais. La première chose qu'on a envie de faire et que j'ai fait et que tout le monde fait en fait quand on veut, voilà, on fait de la photographie, on a envie de gagner de l'argent avec. On va dire les choses comme ça, parce qu'on y passe du temps, donc on se dit bah écoute, le temps que j'y passe quand même, si ça pouvait au moins payer mon matos, tu vois, c'est ça l'idée souvent de base, et puis après ça va plus loin évidemment, mais c'est ça l'idée. Donc la première chose qui paraît être contre-intuitive, c'est de ne pas du tout aller sur le terrain du je vais faire mon site internet ou de je vais faire mon compte Insta. Alors oui, si on veut en faire un, on en fait un, mais ce que je veux dire, c'est que on a envie tout de suite de faire des choses très concrètes qui vont pouvoir se voir, parce qu'on a envie, de presque toucher les choses qu'on va faire et vouloir voir des résultats vite. C'est ça le truc. Et ben en fait, c'est prendre les choses à l'envers. C'est-à-dire que la première chose que je peux conseiller, c'est de se connaître d'abord. Je sais que ce conseil-là, il est pas super sexy, il fait pas très envie, et puis c'est un peu bateau. Et on se demande un peu ce qu'il y a derrière, mais c'est de faire une espèce de faire un vrai bilan, mais pas un bilan de se dire un peu de manière floue dans sa tête, ouais bah je voudrais gagner de l'argent parce que ça me fait envie, que j'ai envie de payer mon matos. Non, c'est pourquoi je vais faire ça, la vraie raison. En fait, qu'est-ce qui fait que vous allez pouvoir tenir sur la durée? C'est parce que vous avez un vrai sens à le faire. C'est pas juste une envie un peu floue dans votre esprit comme ça. J'aime bien dire le pourquoi en deux mots, quoi. C'est pas un pourquoi en un seul mot, c'est pourquoi, pour quelle raison je veux le faire. Qu'est-ce qui fait que, je sais pas si tu es maman Marine, je sais pas si ceux qui nous écoutent le sont, ou en tout cas parents, ou papa ou maman, mais quand on est parent, moi j'ai deux enfants, on est capable de choses dont on se soupçonnait même pas la capacité à le faire. Se réveiller toutes les nuits, pendant 6 mois d'affilée, 3 fois par nuit pour donner un biberon, par exemple, tu vois. Et ça, quand on est étudiant, ça effleure même pas l'idée, tu vois. Et en fait, pourquoi on le fait? Parce que les enfants qu'on a, c'est peut-être la chose à laquelle on tient le plus au monde. Donc on est capable de tout pour ces petits êtres. Et comme on est capable de tout, ben on peut faire n'importe quoi finalement. Et ben l'idée, c'est de retrouver à peu près ce même état d'esprit pour son projet, tu vois. C'est d'avoir tellement d'empathie et tellement d'envie et de tenir tellement à ce projet qu'on est capable de tout. Quand je dis de tout, c'est en tout cas de beaucoup, notamment de tenir sur le long terme et de faire des sacrifices, parce qu'il s'agit de ça quand même. Et que si on sait pas trop pourquoi on le fait, ça peut pas permettre de tenir, si tu veux, tu vois. Il faut vraiment avoir une vraie raison. La vraie raison, ça peut être
Moi, ma vraie raison, c'était que je ne voulais plus imposer à ma fille mon rythme d'adulte professionnel d'instit. C'était plus possible. C'était ma vraie raison. Encore une fois, je revenais finalement à ma fille, mais ça peut être tout à fait autre chose. Hein. Et donc cette vraie raison-là, que j'ai quand même identifiée de manière un peu violente, mais que j'ai quand même formalisée sur un papier, et je l'ai écrit pourquoi, et ben après, j'étais capable de beaucoup de sacrifices pour atteindre ça, pour réussir ça, tu vois. Et une fois que tu as mis en place ça, une fois que tu sais vraiment pourquoi tu veux le faire, pourquoi tu veux commencer à gagner de l'argent pour la photographie, enfin grâce à tes compétences photo, c'est de le formaliser, de l'écrire vraiment, de vraiment écrire sur un bout de papier. Ça peut paraître artificiel, mais une fois que tu l'as écrit, il prend forme, il existe vraiment. Tu l'écris sur un bout de papier, ça existe vraiment. Tu écris, je veux gagner l'argent avec la photographie parce que j'en peux plus de prendre le métro tous les jours, de voir ces têtes de Parisiens là qui font la gueule. J'en peux plus de voir ça. Je ne veux plus voir ces gens-là. Donc pour ne plus les voir, ma seule alternative, c'est de vivre de ma passion pour la photographie. Ok, c'est ça ma vraie raison. Tu vois, j'en peux plus voir ces têtes-là. Ça peut être une vraie raison. Hein. Et après, une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à faire un espèce de petit bilan de compétences. Dans quoi je suis bon dans la photographie ? C'est encore une fois, ça pourrait faire l'objet d'un long podcast, mais mes compétences photo, ce sont pas uniquement mes compétences. Il y a d'autres choses. Je suis bon en photographie, ok, mais je sais faire des belles photos, la technique je la maîtrise, ça c'est ok. Mais par contre, j'ai d'autres compétences qui sont celles, par exemple, de, j'en sais rien, être capable de faire rire des gens sur demande. Je suis capable de faire ça. Et cette autre compétence, il faut que je la mette dans mon grand sac de compétences, tu vois. Et ça va pouvoir me permettre d'aller vers un terrain un peu plus connu, tu vois, et de commencer un peu à réfléchir en termes marketing, tu vois. Ok, je suis bon en photographie, mais je sais aussi faire rire les gens. J'aime quand je suis avec des gens, ça m'énergise, tu vois. Alors que quand je suis tout seul, ça me plombe. Donc il faut que je vois des gens. Donc tu seras pas photographe animalier à attendre 10 heures dans un affût, par exemple, tu vois. C'est pas ça. Par contre, tu seras probablement photographe qui a envie de mariage. Peut-être, j'en sais rien, tu vois. Mais l'idée, c'est de faire un espèce de bilan de compétences. Pareil, tu écris tout ce que tu peux faire, tout dans quoi tu es bon. Et puis une fois que tu as fait ça, là, tu peux commencer maintenant, et donc tu vois, plus tard, à réfléchir à des choses plus logiques, qui sont celles de commencer à vouloir faire ton site photo, commencer à aller sur ton compte Instagram, mais tu vois quelque chose de plus cohérent, parce que justement tu as déjà plus de certitude pourquoi tu veux le faire, sur comment tu veux le faire grâce à tes compétences que tu as vraiment identifiées. Voilà, donc tu vas à la fin finalement, en tout cas en cours de route, commencer à réfléchir à des choses un peu plus marketing, ton marché cible, ton client idéal. Là, ça commence à avoir du sens, ces choses un peu plus marketing, mais uniquement si d'abord tu as fait ce travail-là de connaissance de toi, sur pourquoi tu veux le faire, et puis tes compétences. Super, et merci beaucoup. Je sais pas s'il y avait une dernière chose que tu souhaitais ajouter, ou alors tu penses qu'on a fait le tour. Alors. Cette phrase-là, je pense, elle est vraiment importante. C'est on est capable de bien plus que ce qu'on ne le croit. La seule chose qui fait qu'on ne le sait pas ou qu'on ne croit qu'on n'est pas capable, c'est qu'on n'est pas dans les conditions qui nous incitent à le faire. Voilà. Je veux pas redonner le conseil en tant que parent, mais si moi, en face de moi, ma fille, si par exemple, je me souviens encore, on était à la piscine, il y a eu de très grave, mais à la piscine, ma fille a glissé, et puis on a cru qu'elle était vraiment pas capable de se remettre, tu vois, la tête hors de l'eau, quoi. Et là, du coup, tu réfléchis plus, tu vois, ça se court-circuite dans ton esprit, et tu fais des choses. Tu ne seras pas capable de le faire avant que ça t'arrive. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est que oui, tout le monde, et vous qui nous écoutez, vous êtes capable de bien plus que ce que vous croyez. Simplement, c'est juste que vous n'êtes peut-être pas encore dans l'état d'esprit qui vous permette de le faire. Donc la clé, c'est de se mettre dans cet état d'esprit-là. Et ça se travaille, ça se crée, ça se trouve. Et une fois qu'on y arrive, on est capable de faire plein de choses. Donc par rapport au business photo, si vous dites j'aimerais bien vivre de ma passion pour la photographie, mais on me dit que le marché c'est mort, on me dit que c'est pas facile, on me dit que c'est pas possible, c'est un truc d'artiste, et qu'il y en a plein qui sont cassés les dents. C'est faux. Il y en a plein qui arrivent. Simplement,
Oui, c'est pas facile. C'est sur le long terme. Il faut faire des sacrifices, il faut y passer du temps, il faut travailler, il faut charbonner, évidemment. Mais on y prend aussi beaucoup de plaisir et surtout, on apprend à mieux se connaître et on est capable de faire des choses dont on se sentait pas capable avant. Ça, c'est sûr et certain. Super, et merci beaucoup Régis, c'était un épisode un peu différent de ce que je fais d'habitude, donc il y avait plein de conseils. Merci beaucoup, merci pour ton temps, et puis je vous invite du coup à suivre Régis sur Instagram, écouter son podcast, aller jeter un œil à son site. Voilà. Merci beaucoup. Merci Régis. Marine, c'est un vrai plaisir et j'ai vraiment beaucoup aimé répondre à tes questions, c'était chouette. Merci beaucoup. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les Voix de la photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à m'indiquer votre email en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux pour me faire part de vos remarques et m'indiquer les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite!